Les titres. La 13e conférence annuelle de la Direction générale des impôts s'est achevée ce vendredi. Après 48 heures de travaux, des résolutions ont été prises, des recommandations aussi ont été faites en termes de résolution. On parle d'un financement prioritaire de la transformation numérique des processus fonciers. On en parle dans un instant. Et puis pour sa 12e conférence publique, la Direction générale des archives nationales s'est apaisantie sur le rôle des chefs coutumiers et traditionnels et des leaders des confessions religieuses en temps de crise au Burkina Faso. On a beaucoup insisté sur l'institutionnalisation de ces responsables communautaires. Voilà pour le sommaire. Bonsoir et bienvenue. Il faut davantage institutionnaliser leur rôle et augmenter leurs responsabilités pour qu'ils soient beaucoup plus efficaces. C'est l'une des recommandations majeures faites par la 12e conférence publique de la Direction générale des archives nationales, consacrée cette année aux chefs traditionnels, aux coutumiers et aux leaders religieux. Hier, le conférencier a insisté sur la mission de haute importance de ces responsables communautaires dans un contexte de crise multidimensionnelle que traverse le Burkina Faso. Abdou Aziz Sarré. En période de crise, ils dépensent beaucoup d'énergie pour calmer les tensions. En tant que leaders de leur communauté, les chefs traditionnels, coutumiers et religieux œuvrent au quotidien pour assainir leur milieu, cultiver la cohésion sociale et développer le vivre ensemble. Une dynamique dans laquelle les leaders communautaires sont invités à demeurer pour un retour véritable de la paix au Burkina Faso. Et c'est au cours de la conférence publique sur le rôle des chefs traditionnels, coutumiers et des leaders des confessions religieuses en temps de crise au Burkina Faso que l'appel est lancé par l'Institut des sciences des sociétés. En situation de crise, on leur demande souvent d'intervenir. Et souvent, ils s'auto-saisissent donc des situations, ils interviennent pour calmer les crises. Alors, dans ce contexte, il faut aller toujours dans ce sens-là, pour qu'ils mettent dans les religions et dans la tradition ce qui est mis en avant en termes donc, de cohésion sociale, de construction d'une paix durable. L'État même est arrivé à un moment où on a compris que ces leaders, des chefs traditionnels et coutumiers, participent de la cohésion sociale, participent de la prévention des conflits et c'est pourquoi on les a reconnus dans certains textes fondamentaux concernant des domaines conflictogènes. Cette conférence publique, selon le directeur général des archives nationales, est une contribution de sa structure à la recherche de la paix au Burkina Faso. Exploiter les archives pour connaître le passé afin de mieux vivre le présent et se projeter dans l'avenir, c'est l'ambition affichée par Jean-Bertin Kamboulé, qui estime que les leaders communautaires ont un grand rôle à jouer dans la résolution de la crise que traverse le Burkina Faso depuis près de 10 ans. En fin septembre, début octobre, son Excellence, le capitaine Ibrahim Traoré, président du Faso, chef de l'État, a mandaté certains de ses ministres, pour ne pas dire la quasi-totalité de ses ministres, à parcourir les palais royaux et puis des chefs traditionnels, mais aussi des confessions religieuses, pour dire que le rôle justement de ces personnalités est indispensable dans la résolution des crises. Les chefs religieux, coutumiers et traditionnels vivent dans leur société et avec des gens et ils connaissent mieux les populations et je pense que les problèmes viennent de nous les hommes et c'est encore nous les hommes qui devons les résoudre. Les conférenciers pensent aussi que l'État doit accompagner les leaders communautaires en institutionnalisant la chefferie traditionnelle et responsabiliser davantage les fêtières par le contrôle des discours de leurs adeptes. La 13e conférence annuelle de la Direction générale des impôts s'est achevée hier et l'un des points majeurs de cette rencontre, c'est la décision de prioriser enfin le financement de la digitalisation des processus fonciers. Arrivé à Banga, Abdou Aziz Sarré. C'est la fin de 2 jours de rencontre entre agents des impôts du ministère de l'économie et celui des communications électroniques. 48 heures d'échanges, de communication et de conférences débats qui auront permis à ces acteurs d'être mieux outillés sur le processus de digitalisation du secteur du foncier au Burkina Faso. Alors, cette conférence s'est penchée particulièrement
sur le processus de transformation numérique de la chaîne foncière, qui est longtemps resté en marge des initiatives de digitalisation, mais fort heureusement, les acteurs de la Direction générale des impôts, les acteurs de tous les partenaires de la Direction générale des impôts, je veux parler de tous les ministères qui interviennent dans la gestion foncière, je veux également parler de nos partenaires techniques et financiers qui interviennent dans la gestion foncière, ont pris à bras le corps cette problématique et ont décidé d'avancer. La 13e conférence annuelle de la Direction générale des impôts, c'était aussi des recommandations. Les principales recommandations que nous avons retenues, c'est notamment le financement de la transformation digitale. Et pendant longtemps, on a quand même eu quelques difficultés. Fort heureusement, les autorités du moment ont décidé de mettre ce processus, le financement donc de ce processus-là, au centre des priorités. Pour la mise en œuvre de ces recommandations, le ministère de l'économie rassure. Aujourd'hui, nous sortons donc de cette 13e conférence avec 2 recommandations et 2 résolutions. Rassurer également donc l'ensemble des collaborateurs que les recommandations seront vraiment étudiées avec la plus grande attention et le nécessaire sera fait pour pouvoir donc les accompagner à atteindre les objectifs fixés. Transformation numérique des processus fonciers et conduite du changement, stratégie organisationnelle pour un succès durable. C'est le thème retenu pour cette 13e conférence annuelle de la Direction générale des impôts. La 4e édition du concours Ambassadrice Orange a livré son verdict hier. Sur 13 candidates, c'est Ingrid Birba qui remporte le Grand Prix avec son projet innovant Chaîne alimentaire moderne. Leila Yampa. Ketura Ingrid Birba est la nouvelle ambassadrice Orange des régions, édition 2024. Âgée de 18 ans et ressortissante de la région du Centre-Ouest, Ketura est la plus jeune parmi les 13 candidates en lice pour ce concours qui encourage les initiatives régionales de développement. Le nouveau visage de la Fondation Orange repart avec le Grand Prix de 10 millions de francs CFA et 2 millions pour la première place. Son projet a porté sur une chaîne d'alimentation moderne. Mon projet, intitulé Chaîne alimentaire moderne, consiste à l'aménagement d'une ferme agro-silvo-pastorale au profit de 50 femmes défavorisées dans ma région, parmi lesquelles on a des veuves, des mères célibataires et des femmes ayant des emplois précaires. J'éprouve des sentiments de reconnaissance premièrement envers Dieu, qui m'a permis, car c'est lui qui m'a permis d'avoir ce concours aujourd'hui, de reconnaissance envers les membres de ma famille qui m'ont soutenu depuis le début de ce concours, de reconnaissance envers ma communauté, mes amis, mes proches, mes oncles, toute ma famille qui n'ont jamais cessé d'être à mes côtés tout au long de ce parcours. La gagnante totalise une moyenne de 14,47 sur 20. Et le choix des candidates a été fait selon des critères de sélection spécifiques allant de la présentation du projet à la pertinence et l'originalité du projet. Un certain nombre de critères étaient très importants. La pertinence du projet. Est-ce que le projet valait la peine? Est-ce qu'il est pertinent avec le contexte qu'on a et la population? Est-ce que le projet était original? Est-ce qu'il tenait compte de la politique gouvernementale? Est-ce que le porteur du projet avait un apport, qu'il soit en nature ou en numéraire? Initié par la Fondation Orange, le concours Ambassadrice Orange des régions célèbre l'engagement des filles et femmes burkinabais en faveur du développement de leur communauté. L'objectif recherché à travers ce concours depuis 2021 est de permettre à des femmes, à des jeunes femmes burkinabés qui ont des projets, de pouvoir les présenter afin de pouvoir impacter positivement sur leur communauté. Pour nous, la femme n'est pas que beauté, mais la femme c'est aussi de l'intelligence, c'est aussi le travail et c'est du talent. Et c'est l'ensemble de ces éléments-là que nous recherchons à travers ce concours, en permettant aux femmes de pouvoir donc nous présenter des projets qui sont assez résilients, des projets qui vont transformer leur communauté, comme on l'a dit un peu plus haut, pour une vie meilleure pour tout le Burkina Faso. Au total, 3 candidates ont été primées à l'issue de la compétition. Les autres repartent chacune avec des chèques de 200 000 francs CFA. Pour cette édition, Kiema Clara de la région du Nord, avec son projet Un ménage vulnérable, un jardin de culture hors sol, remporte le prix Coup de cœur d'une valeur de 4 millions de francs CFA.
La suite de ce journal, la Coalition nationale pour l'éducation pour tous au Burkina Faso a présenté son rapport annuel 2022-2023. Il concerne la mise en œuvre des indicateurs du plan sectoriel de l'éducation et de la formation. Eh bien, les chiffres ne sont pas bons. Le système éducatif burkinabé est en difficulté dans un contexte, vous le savez, où des centaines d'écoles ont fermé. Plus de détails, Hervé Yelbanga, Rianatawina. La Coalition nationale pour l'éducation pour tous du Burkina Faso dévoile son rapport alternatif sur la mise en œuvre des indicateurs du plan sectoriel de l'éducation et de la formation. Dans ce rapport, il ressort que le taux de préscolarisation qui était de 6,6% en 2022 n'a pas connu d'évolution. Il est resté le même en 2023. À cela s'ajoute la fermeture de plus de 5340 établissements scolaires du fait de la crise sécuritaire, toujours selon le rapport. Face à cette situation, la coalition pense qu'il sera difficile pour le Burkina Faso d'être au rendez-vous de l'objectif de développement durable numéro 4 des Nations Unies à l'horizon 2030. Après avoir passé en revue les 7 cibles de l'ODD 4 en lien avec la mise en œuvre du plan sectoriel de l'éducation et de la formation, la coalition observe à l'étape actuelle qu'en dépit des efforts fournis par le gouvernement, les PTF, les ONG et la société civile, il sera très difficile que le Burkina Faso soit au rendez-vous de 2030. En guise de proposition pour le rayonnement du système éducatif burkinabé, la Coalition nationale pour l'éducation pour tous du Burkina Faso recommande au gouvernement d'impliquer les communautés dans la réalisation des infrastructures éducatives afin de la rendre participative tout en réduisant les coûts unitaires de construction. La Coalition nationale pour l'éducation pour tous du Burkina Faso reste convaincue que c'est en adoptant la budgétisation sensible à la qualité de l'éducation et dans la conjugaison des efforts que nous gagnerons le pari de l'éducation inclusive, équitable et de qualité pour tous. Créée en octobre 2000, la Coalition nationale pour l'éducation pour tous du Burkina Faso s'est donnée pour mission d'informer et de sensibiliser les acteurs de la société civile et les populations à la base pour amener les décideurs à respecter les engagements pris pour l'atteinte de l'objectif de développement durable. Plusieurs étudiants en architecture de l'université Aube Nouvelle sont en fin de formation pour leur cursus de licence ou encore de master en architecture. Eh bien, ils ont reçu leur diplôme avec beaucoup d'émotion. Reportage, Franck Ismaël Koudou, Faridatou Traoré, surtout Justin Dabiré. 100% de réussite pour la filière architecture de l'université Aube Nouvelle de Bobo Dioulasso. La plus forte note est de 80 sur 100 pour les étudiants en licence et une note de 81 sur 100 pour les étudiants en master. Après avoir reçu les félicitations du jury, ils reçoivent chacun leur parchemin de fin de cycle. Ils tiennent compte de l'architecture bioclimatique et intègrent le bâtiment à leur environnement. Et c'est ce qu'on veut que nous fassions en Afrique. Nous n'allons pas importer le modèle des Européens puisque notre environnement n'est pas forcément leur environnement. Donc, ces étudiants intègrent très bien les différentes étapes d'un projet, notamment l'étude de la parcelle, après la typologie végétale. Mais nous avons été agréablement surpris que toutes les promotions de licence et les étudiants en master ont réussi à 100%. D'où vous devinez notre joie. Voilà. Et certainement aussi la joie des lauréats, la joie des parents qui ont consacré beaucoup d'efforts. Et cela est une fierté pour l'université Aube Nouvelle. Kevin Bationo repart avec le prix du meilleur projet de fin de cycle. Abdou Nasser Abdou Dari obtient le prix du grand jury en licence et le prix du meilleur étudiant en licence. Tapsi Abdoulaye Ali remporte le prix du grand jury en master, le prix de la résilience et le prix du meilleur TPFE de master. C'est avec un grand plaisir, moi et mes camarades, que nous ambitionnons de transformer ce qui se passe actuellement. Donc d'accompagner déjà nos encadreurs, nos profs, dans la construction du pays, de l'Afrique de façon générale. Et nous sommes fiers de représenter en fait cette année 2024 la promotion qui est sortie
et donc la promotion qui va essayer de compétir avec les autres architectes dans le monde. La particularité de notre projet, c'est de créer un cadre de représentation pour les événements de mode, parce qu'ici, il n'existe pas de cadre de représentation pour les défilés de mode. Donc nous avons mis en place un espace de représentation pour la valorisation maintenant des créations des stylistes et modélistes bobolais. Plusieurs architectes urbanistes et ingénieurs en génie civil du Burkina Faso et d'autres pays ont reçu chacun des citations honorifiques. Les heureux diplômés disent être prêts à relever les défis afin de bâtir un Burkina meilleur à travers leur projet. L'ONG Respublica fait encore parler son cœur, cette fois-ci dans la commune de Nanoro. Nous sommes dans le Bulkende, précisément dans le village de Nazoanga, un élan de solidarité consacré notamment à la construction d'un centre d'éveil et d'éducation préscolaire. L'infrastructure a été inaugurée ce week-end au grand soulagement des populations de la localité. Sandrine Zogouri. À Nazoanga, situé dans la commune de Nanoro, province du Bulkende, c'est jour de fête. Le village inaugure son tout premier centre d'éveil et d'éducation préscolaire réalisé par l'ONG Respublica. Une infrastructure flambant neuve d'une capacité d'accueil de 150 places visant à offrir aux tout-petits de cette localité une éducation de qualité. C'est un village, il faut le noter, c'est pas facile, mais par le temps on va constater vraiment un changement au niveau des enfants. Ça va beaucoup faciliter les enfants pour leur cursus scolaire. Voilà, ça va les motiver à aimer surtout l'école et en plus aussi ça va les préparer vraiment pour le primaire. Pour les responsables provinciaux en charge de l'éducation, cette réalisation vient en appui aux efforts du gouvernement. Elle va sans doute contribuer à l'accroissement du taux de préscolarisation au Burkina Faso. Ce qui vient de se réaliser à Nazoanga ce matin, ce jour 22 novembre 2024, vient en tout cas apporter de l'eau au moulin d'ailleurs des premières autorités de ce pays qui vraiment militent en tout cas pour l'amélioration du préscolaire à travers le relèvement du taux de préscolarisation qui d'ailleurs n'est qu'à peine de 7%. Donc on peut dire que ça ne fait que renforcer réellement les capacités en termes d'éducation préscolaire au Burkina Faso. Et c'est une initiative réellement qu'il faut savoir saluer à sa juste valeur. Donc aujourd'hui nous sommes à Nazoanga pour inaugurer, je pense, le 5e centre d'éveil et d'éducation préscolaire que Respublica a bien réalisé au profit de nos populations. Voilà, donc cette action d'aujourd'hui, en tout cas, rentre dans le cadre de la vision du gouvernement qui veut augmenter le taux d'admission dans les préscolaires. Cela fait plus de 25 ans maintenant que l'ONG Respublica œuvre pour le rayonnement du système éducatif burkinabé. En 2 décennies, l'ONG a pu réaliser 575 salles de classe, 350 logements d'enseignants, 190 forages scolaires et 3 pensionnats pour filles, entre autres. Les écoles primaires n'étaient vraiment pas développées, étaient en très mauvais état à cette époque-là, avec très peu de filles scolarisées. C'est ce qui nous a donné l'idée de mettre en fait tout ce qu'on pouvait dans l'éducation des enfants, mais plus particulièrement des filles. Nous, ce qu'on aime bien, c'est commencer avec la maternelle, faire ensuite le primaire pour que les enfants poursuivent dans cette école-là et ensuite qu'ils aillent au CEG ou au lycée aussi fait par Respublica. Et notamment à Nazoanga, c'est un lycée Respublica. Au-delà de l'éducation, l'ONG Respublica intervient également dans le domaine de l'agriculture et de l'environnement. Tout en saluant l'ONG pour ses efforts en faveur du développement au Burkina Faso, le parrain invite les populations à faire bon usage des infrastructures reçues. L'ONG Asmae, elle milite pour une meilleure insertion sociale des enfants handicapés et une prise en compte beaucoup plus accrue de leurs accompagnants. Le débat autour de ce sujet s'est déroulé à travers un atelier de plaidoyer. Reportage Jean-Marie Vianney-Bilgo, Abdourazak Traoré. Une mobilisation pour une cause noble. Ces acteurs adeptes de l'inclusion veulent donner une voix et un soutien aux enfants handicapés et à leurs accompagnants. C'est l'ONG Asmae qui incarne le leadership à travers le projet Grandir Ensemble 2. Il vise une meilleure insertion sociale des enfants handicapés.
Il faut se dire qu'aujourd'hui, nous nous sommes réunis avec l'ensemble des acteurs, l'ensemble de ceux-là qui nous accompagnent pour la mise en œuvre de notre projet Grandir Ensemble 2. L'objectif aujourd'hui, c'est de faire un plaidoyer pour qu'on puisse reconnaître le métier d'accompagnant des apprenants handicapés. Il faut se dire que dans tout ce que le projet a fait comme activité, nous voulons qu'on reconnaisse que l'enfant en situation de handicap, il a besoin d'un appui pour pouvoir être à mesure d'assimiler les connaissances comme tous les autres enfants dits normaux. Donc le plaidoyer, c'est pour ceux-là qui prennent les décisions et pour ceux-là qui donnent le service aussi. Le projet sera principalement caractérisé par des plaidoyers et des sensibilisations, notamment en faveur des enfants handicapés. Dans cette mission, Asmae sera épaulé par des partenaires comme Samanti, Abapé, entre autres. Et il faut dire qu'à Samanti, nous allons encore dynamiser notre système de prise en charge, d'accompagnement, de détection, de sensibilisation pour accompagner et pour permettre à Asmae d'atteindre ses objectifs à l'horizon souhaité. Mais je pense que le projet Grandir Ensemble 2 est venu renforcer déjà ce qui se faisait d'abord sur le terrain avec la BAP. Donc je pense que réellement ils sont venus d'abord renforcer nos actions et ça a permis déjà de prendre en charge un certain nombre d'enfants dont malheureusement les parents n'avaient pas beaucoup plus le pouvoir financier pour pouvoir réellement les prendre en charge. L'ONG Asmae est une organisation française spécialisée dans le domaine de l'éducation et la protection de l'enfant. Elle souhaite par ses actions contribuer au bien-être des enfants. Et on entame maintenant la dernière ligne droite de ce journal en ouvrant un chapitre santé. D'abord, ce colloque africain des soins infirmiers et obstétricaux. La rencontre va se pencher sur la couverture sanitaire universelle en Afrique avec en ligne de mire cette question. Comment relever les défis liés aux ressources humaines qualifiées? Plus d'explications, Leila Yamba. 615 millions de personnes en Afrique, soit près de la moitié de la population, ne bénéficient pas d'une couverture sanitaire universelle, c'est-à-dire l'accès à des soins de services de santé et de nutrition de qualité. C'est ce que révèle le ministère en charge de la Santé. La principale cause de ce fait est due au sous-effectif des agents de santé dans les villes et les campagnes. La situation est au cœur de ce colloque qui réunit professionnels du monde universitaire des soins infirmiers et obstétricaux. Ensemble, ils tentent de trouver des voies et moyens pour inverser la tendance. Et pour y arriver, il nous faut du personnel en quantité suffisante et en qualité. Et quand on analyse la situation des personnels de santé en Afrique, et notamment la disponibilité des personnels infirmiers et sages-femmes, on se rend compte qu'il y a encore un gap extrêmement important. C'est pour cela que le colloque africain des soins infirmiers et obstétricaux qui se tient à Ouaga a cru bon de retenir cette thématique pour que 3 jours durant, les échanges, les partages d'expériences nous permettent d'aboutir à des conclusions qui vont être regardées avec la plus haute attention par les décideurs politiques que nous sommes. Pour le patron de la cérémonie d'ouverture de ce colloque, le renforcement des capacités des infirmiers et obstétricaux africains reste d'une importance capitale, en ce qu'elle permettra à long terme de garantir des soins de santé et de nutrition de qualité aux populations. En effet, sans la contribution immense de ce groupe professionnel, il serait difficile, voire impossible, d'aller vers des systèmes de santé résilients et équitables. C'est donc dire toute l'indispensabilité de ce groupe pour aller vers la couverture sanitaire universelle, chose essentielle pour réduire et même éliminer les inégalités et les iniquités en Afrique, afin de permettre de faire face aux défis et aux menaces sanitaires. 400 participants venus d'une dizaine de pays prennent part au colloque africain des soins infirmiers et obstétricaux. Un cadre d'échange et de réflexion de 72 heures à l'issue duquel plusieurs recommandations sont attendues. Nous souhaitons vivement que les échanges qui vont avoir lieu au cours de ce colloque-là puissent formuler de façon claire et précise des recommandations et des propositions d'action à l'endroit des décideurs afin que des solutions urgentes et pertinentes soient trouvées
pour faire de la couverture sanitaire universelle une réalité en Afrique, afin que chaque citoyen, chaque pays, chaque femme, chaque homme de notre continent puisse avoir les soins dont il a besoin sans être confronté à des barrières financières. Initié conjointement par l'Ordre des infirmiers et infirmières et l'Ordre des sages-femmes et maïeuténiciens du Burkina Faso, le colloque africain des soins infirmiers et obstétricaux se tient sous le thème « Couverture sanitaire universelle en Afrique, comment relever les défis liés aux ressources humaines qualifiées ». Et pour terminer, sachez que la Fondation BOA poursuit sa campagne de consultation ophtalmologique dans les écoles de la commune de Bobo-Dioulasso et de Ouagadougou. Tout de suite, direction donc le lycée Signonguin dans l'arrondissement 3 où plusieurs élèves ont bénéficié de tests gratuits d'acuité visuelle. Abdou Aziz Saré. La Fondation BOA ne souhaite plus que les enfants abandonnent les classes pour des raisons de maladies oculaires. Pour l'atteinte de cet objectif, l'ONG sillonne des établissements scolaires de Bobo-Dioulasso et de Ouagadougou depuis le 11 novembre dernier pour faire des tests gratuits d'acuité visuelle aux élèves. Aujourd'hui, c'est l'étape du lycée de Signonguin dans l'arrondissement 3 de Ouagadougou où des centaines d'élèves bénéficient de consultations ophtalmologiques. L'ambition première, c'est permettre de donner la même chance à tous les enfants d'apprendre et d'étudier. Parce qu'un enfant qui ne voit pas, ce sera très difficile pour lui de pouvoir avancer à l'école. Dans cette campagne dénommée Belle Vision, la Fondation BOA est accompagnée par la lunetterie La Paix. Belle Vision, je dirais, c'est d'abord une vision de la Fondation BOA qui finance certaines écoles au Burkina Faso. Et c'est en partenariat avec La Paix. Nous faisons des tests de vue, nous avons des opticiens et un ophtalmologue de la Fondation BOA qui est là et qui nous aide à faire le test de vue. Tous ceux qui présenteront des problèmes de vision à l'issue des tests seront pris en charge selon la Fondation BOA. À ce jour, nous avons plus de pratiquement 12 à 15% de pathologies qui ont été découvertes. Les plus sérieuses ont été redirigées vers des centres plus adaptés. Celles qu'on pouvait traiter sur place, il y a eu des lunettes qui ont été prescrites et nous reviendrons dans les jours prochains pour la distribution de ces lunettes aux différents élèves. En plus du Burkina Faso, cette initiative, selon la Fondation BOA, va se poursuivre au Niger, au Mali, au Sénégal et en Côte d'Ivoire. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci encore une fois de votre fidélité renouvelée. Merci pour votre présence tout au long de cette semaine. On garde le cap demain à 19h30 pour les 7 infos. Allez, bon week-end à toutes et à tous. Au revoir.